Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Édition d'Afro-Business consacrée aux aides publiques des USA aux États africains avec le décret du président américain Donald Trump portant suspension de l'aide pour une durée de 90 jours qui ne rassure pas les organisations non gouvernementales, notamment celles bénéficiaires du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cette demande du président américain sur l'évaluation des programmes d'aide au développement aura-t-elle un impact sur les différents financement destiné à ces programmes? Quelles mesures devraient prendre ces différentes économies africaines, comme c'est le cas du Cameroun, pour minimiser l'impact d'une potentielle cessation de l'aide de l'Agence américaine pour le développement international? Des questions auxquelles répondra en seconde partie notre invité, Paul-Joël Kamtcha. Il est le secrétaire exécutif de ADICI Cameroun, organisation de la société civile. Ce sera donc, je vous le disais, en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, nous allons regarder cet élément de Jean-Marie Onombélé sur la suspension de cette aide au développement pour 90 jours. Une décision temporairement bloquée jusqu'au 3 février par une juge fédérale de l'État de Washington à la suite d'un recours émanant notamment de ces ONG. On regarde. Parmi la batterie de mesures mises en place par Donald Trump après son investiture, il y a celle de la suspension pour 90 jours de l'aide américaine au développement. Une mesure qui s'explique de l'avis des économistes. Il y a beaucoup de pays qui reçoivent l'aide publique au développement, alors que les intérêts des États-Unis, des intérêts stratégiques des États-Unis ne sont pas défendus par ces pays-là. Une aide au développement qui généralement n'a pas beaucoup d'impact. Depuis des décennies que beaucoup de pays de par le monde entier reçoivent l'aide publique au développement, notamment les pays africains, ou particulièrement le Cameroun, l'impact sur le bien-être des populations n'est vraiment pas si considérable que cela, parce que généralement, cette aide publique au développement est beaucoup plus utilisée par le pouvoir ou utilisée par les ONG, dont les intérêts ne sont pas forcément les intérêts des nations qui reçoivent cela. L'aide au développement, une relation de dupes selon les économistes. En matière géostratégique, il n'y a pas d'aide. Toute aide est une forme d'aliénation. En d'autres termes, toute personne qui vous aide en relations internationales vous soumet, car c'est la main qui donne, qui contrôle. Car généralement, même quand ces pays vous donnent de l'argent, une autre forme d'aide, ils aiment parfois donner les orientations que vous allez faire avec. La suspension de l'aide américaine peut aider l'Afrique à trouver un nouveau paradigme. Ce serait une occasion pour les Africains de mieux s'organiser, car on ne peut pas organiser son mode de vie sur une attente d'aide de manière permanente. Il faut bien remarquer qu'une bonne partie de l'aide au développement, très curieusement, la plupart des pays européens ne reçoivent pas cela, alors qu'ils en ont besoin, alors que les gens se dorment dans la rue, alors que les gens ne parviennent pas à se soigner, alors que beaucoup ne parviennent pas à manger. On dirige vers les pays africains, parfois même pendant que les Américains dorment dans la rue. Parce qu'on sait que ces aides-là peuvent être utilisées, sont même utilisées. Cette mesure du président Trump laisse entrevoir une approche pragmatique, voire utilitariste, des relations internationales des États-Unis. Et pourtant, beaucoup, notamment des économistes, recommandent au continent africain de contribuer à la mise en place d'un système financier mondial et ouvert à tous. C'est le cas de Carlos Lopez. Il est économiste et ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il revient sur l'importance de la mobilisation des ressources nationales dans un contexte marqué par l'endettement, le niveau d'endettement des économies africaines qui, selon lui, a atteint un seuil élevé. Les difficultés rencontrées par les économies africaines au rang desquelles l'accès aux liquidités et le financement des réformes structurelles, pour ne citer que celles-là, sont un véritable frein au développement économique du continent. Avec un niveau de la dette avoisinant les 1,1 trillion de dollars américains, plusieurs économistes ont jusqu'ici proposé des solutions d'absorption de crédit adossées aux réformes de l'architecture financière mondiale. Des propositions qu'il faudrait éviter, selon l'économiste Carlos Lopez. Cet ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique propose que l'architecture financière internationale s'attaque en premier au problème de la réglementation des agences de notation de crédit, une architecture qui devrait par ailleurs revoir le BAL 3, qui est le cadre réglementaire international conçu pour soutenir la gestion des risques et liquidités dans les banques et l'évaluation des opportunités dans l'architecture financière mondiale. Plus loin,
L'économiste prend en exemple l'amélioration des mobilisations des ressources en dépit d'une pression fiscale qui tourne autour de 17%. Il s'appuie également sur le non-contrôle des prix des produits exportés par les différents États africains. Les pays doivent, selon lui, taxer davantage et créer des conditions propices à la transformation structurelle qui dépend en retour de l'accès aux liquidités. Il faudrait également davantage utiliser et de manière productive l'argent des fonds institutionnels comme le fonds de pension. Face à ces différents blocus, l'Afrique peut par exemple, précise-t-il, renforcer ses contrôles de manière plus efficace en insistant par exemple sur le type de contrat que signent les différentes économies. Proposition qu'il entend d'ailleurs faire au cours de la 43e conférence internationale sur le financement du développement qui se tient cette année en Espagne et qui est une des plateformes qui permettra de contribuer en termes de propositions à l'amélioration de la situation économique des pays africains. À présent, cet entretien à nous accordé par Paul-Joël Kamtchan. Il est le secrétaire exécutif de ADICI Cameroun. On regarde et on se retrouve juste après. Bonjour Paul-Joël Kamtchan et bienvenue dans ce numéro d'Afro-Business. Bonjour Amel et merci pour l'invitation, je me sens honoré. Alors nous revenons dans cette édition sur les aides américaines aux États africains. Et le président Donald Trump a donc signé, il y a juste quelques jours, 78 décrets, et parmi lesquels il y a le décret qui concerne les appuis en santé qui transitaient par les différentes agences américaines et qui sont suspendus pour 90 jours. Alors, comment comprendre cette décision ? Il y a là l'urgence à redéfinir notre approche en matière de soutien des entités qui œuvrent au développement local. Parce que, comme vous le savez, ces 78 décisions ne touchent pas que le côté de la santé. Les médias sont même impactés parce qu'il y a plusieurs médias dans le monde qui ne recevront plus de fonds parce que ces fonds transités soit par le département d'État, soit par USAID, qui est l'agence américaine à charge du développement international. Et vous savez effectivement que les États-Unis étaient membres de plusieurs instances. Ouais. Et donc, vous comprenez que tout de suite, il va falloir redéfinir l'aide publique au développement. Qu'en est-il justement de la tuberculose ou du paludisme ? Écoutez, la tuberculose, comme le VIH, comme le palu, on peut bien constater qu'à partir des 3 mécanismes, des 4 mécanismes qui sont mis en place par le système américain, à savoir PEPFAR, à savoir PM, qui est le Presidential Malaria Initiative, et même également USAID, qui est en fait l'agence par laquelle transite l'essentiel des fonds qui quittent des États-Unis pour le reste du monde et une grosse partie pour l'Afrique. Ce sont en fait des 3 maladies qui en pâtissent. Et là, il faudrait déjà peut-être que je vous signale que pas mal d'ONG au Cameroun ont déjà mis la clé sous le paillasson. Et ce n'est pas seulement que le Cameroun, parce que comme vous le savez, Trump a une vision qu'aucun parti, ni les Républicains, ni les autres n'ont jamais eu. Et donc, il va falloir s'atteindre minimalement à 3 hypothèses. L'une des hypothèses, c'est de voir des aides complètement arrêtées, notamment des aides qui ont trait aux questions de transgenre, parce que vous connaissez la position de Trump sur les questions d'homosexualité, des questions de transgenre, les aides sur les questions de préservation de l'environnement, et aussi, vous savez que Trump, c'est un sceptique, il ne veut pas entendre parler de ces questions, parce qu'il estime, et là, il faut le comprendre, parce que c'est un homme d'affaires, donc essentiellement capitaliste, ce qui est le plus important, c'est l'argent qu'on gagne, c'est pas la nature qu'on détruit. Oui. Et donc, il y a cela. Il y a également le fait qu'il y aura des aides qui seront complètement coupées en deux et il y a d'autres aides qui pourront être remises sur la sellette en fonction de la nouvelle vision. Et vous savez, quand vous regardez toute l'administration de Trump, ce sont des gens vraiment d'une dinguerie totale et il faut faire beaucoup attention à ce qui pourrait se passer. Mais au moins, quand on a travaillé avec des experts, ils nous faisaient savoir que non, mais il faut faire attention, c'est que ce n'est qu'un homme qui vient avec une vision. Mais maintenant, il y a un État, il y a les intérêts de l'État un peu partout. Et donc Trump, puisqu'on connaît que c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose le matin, le soir, il dit le contraire, il faut s'attendre. La preuve, c'est que je vous dis que le secrétaire d'État a demandé de surseoir, par exemple, à tout ce qui est aide au VIH. Et là, on n'est qu'à moins d'une semaine de la décision. Donc, vous voyez que les 78, si vous essayez de faire le ratio, parce qu'il prévoit ça sur 90 jours, peut-être même avant la fin d'un mois, toutes ces décisions où l'essentiel sera au sol. Quoi. Alors, justement, ces premières mesures, on va rester dans le cadre des mesures qui ont été annoncées, rentrent dans le sillage du retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, puisque le président Donald Trump l'a
annoncé, aura des répercussions soutenues dans le cadre de ces appuis américains à la santé, notamment des pays du Sud. Alors, ces répercussions, comment est-ce qu'on peut les comprendre? Est-ce que le système de santé des pays bénéficiaires, forcément, ça prendra un coup? Absolument que ça prendra un coup, surtout que là, je lisais pas plus tard hier sur la page d'Elon Musk, sur X, anciennement Twitter, qui disait qu'avec les nouvelles mesures, les États-Unis sont en train de faire un gain d'$1 milliard par jour et que l'idéal pour eux, c'est de faire environ 3 milliards par jour. Vous voyez un peu où on se situe. C'est-à-dire, Trump est en train de vouloir recentrer les fonds publics américains d'abord à l'intérieur pour les Américains et peut-être éventuellement voir s'il y a un surplus pour voir comment évacuer. Mais il faut le dire, et c'est sans se tromper, qu'effectivement, la lutte contre ces phénomènes dans les pays du Sud va prendre un sérieux coup. Vous savez que l'essentiel des fonds qui aident par exemple à lutter contre le VIH, le paludisme et même la tuberculose, qui sont en réalité des maladies liées entre elles, sont des fonds qui viennent de l'extérieur. Vous avez beaucoup de pays qui financent là. Par exemple, quand vous prenez le Fonds mondial, vous avez USAID qui est l'agence américaine, vous avez Expertise France qui assure la partie française avec notamment un mécanisme qu'on appelle le mécanisme, un mécanisme qui est très centré vers les pays du Sud et donc qui permet justement de soutenir. Et on a constaté par exemple que pendant ces 3 années, c'est près de 76 milliards de francs CFA qui avaient été octroyés uniquement au Cameroun pour lutter contre cette pandémie sur les 5 dernières années. Donc vous comprenez à peu près. Et l'essentiel de cette enveloppe vient de l'extérieur parce que quand vous prenez le budget de la santé publique, vous voyez la partie investissement et la partie fonctionnement. La partie fonctionnement est beaucoup plus importante que la partie investissement. Et même là, il y a, vous vous rappelez, pas plus tard qu'en avril 2024, le Fonds mondial avait écrit au ministère de la Santé pour dire qu'il y a une grosse partie de l'enveloppe qui ne parvient pas à être justifiée. C'est de l'ordre des milliards. Donc vous comprenez qu'en réalité, ça fait même partie du business de nos fonctionnaires qui sont à Yaoundé. Et on avait par exemple constaté que dans l'achat des frigos, ils partaient par exemple au sous-quartier acheter des frigos de deuxième main, fabriquer des factures pour introduire dans la facture et que ça ne répondait pas vraiment à cela. Donc il y a tout un gros problème derrière, c'est que ces fonds-là, à un moment donné, quand vous essayez de voir de très près, lorsque c'est géré par des fonctionnaires, et comme je vous ai dit, c'est 80% de ces fonds-là qui sont remis entre les mains du ministère de la Santé pour l'État du Cameroun, vous comprenez en réalité qu'il y a un gros souci. Et ce n'est pas la première fois en réalité qu'un audit révèle, par exemple, cette mauvaise utilisation de l'argent. À un moment donné, on avait constaté, par exemple, que les missions de nos fonctionnaires étaient assez élevées par rapport à la quantité de l'argent qu'il fallait mettre pour lutter effectivement contre cette pandémie. Donc vous voyez qu'il y a tout ce méli-mélo. Maintenant qu'il n'y aura plus ces fonds, alors ça va devenir très compliqué. Et là, dans un pays sérieux, on se serait attendu que le ministre de la Santé fasse une conférence pour dire à peu près comment le ministère de la Santé entend gérer la situation face à ce que Donald Trump est en train d'imposer au monde. Parce que vous savez, le ministère a beaucoup de programmes. Il y a un programme, par exemple, un comité national contre la tuberculose, un comité national contre le sida, un comité national contre le palu, qui vivent essentiellement de ces fonds-là et qui doivent normalement être sur le terrain pour appuyer et qui travaillent avec l'ensemble des organisations de la société civile. Il y a une cartographie qui a été publiée la semaine dernière par une ONG au Cameroun qui révèle en réalité qu'il y a 992 organisations de la société civile au Cameroun qui sont impliquées dans la lutte contre le palu, le VIH et la tuberculose. Imaginez-vous que 992 organisations de la société civile arrêtent d'implémenter des activités. Imaginez-vous, et on parle à ce moment d'une question de rupture des antirétroviraux, et ça a été un éternel problème en réalité. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui va chambouler la lutte contre le palu, la tuberculose et même le VIH. Donc, on attend vraiment que le ministre essaye de se bouger
tout dit à la communauté nationale comment est-ce que le ministère entend gérer cela. Et il ne faut pas oublier que ça arrive au moment où le budget du ministère de la Santé est déjà bouclé et qu'il n'y a pas une grosse partie. Vous vous rappelez de toute la bataille qu'il y a à avoir 15% du budget national dédié aux questions de santé. On n'arrive pas à atteindre cela. Maintenant, si vous voulez voir, le ministère de la Santé publique est impliqué dans pas mal de combats, dont le VIH, le palu et autres, et sont adossés essentiellement sur des fonds extérieurs. Donc, ça veut dire que dans 3 mois qui arrivent, si vous faites une évaluation, j'ai peur qu'on va courir vers la catastrophe. Alors, puisque vous êtes en train de parler de ces fonds qui ont plusieurs fois fait l'objet de soupçons de détournement par les pouvoirs publics, la presse l'a d'ailleurs relayé en 2024 sur la base d'une note qui a été adressée au ministère camerounais de la Santé publique sur des dépenses non conformes. Alors, on sait la minutie du président américain Donald Trump. Il a demandé que des enquêtes soient ouvertes. Absolument. Ce qui voudrait dire que par exemple, je prends l'exemple des congélateurs de seconde main ou génération qui ont été achetés en lieu et place des congélateurs neufs. Le Cameroun risque-t-il une sanction si véritablement les résultats de l'enquête demandée par le président Trump arrivaient à sa table et s'il fallait prendre des mesures radicales? Bon, ça ne sera pas que le Cameroun, parce que quand vous parcourez la documentation sur les scandales des fonds du VIH, le Cameroun n'est pas logé à meilleure enseigne. Il y a beaucoup de pays qui ont fait les frais de ce problème, où beaucoup de fonctionnaires sont également soupçonnés. Je ne citerai pas des pays de peur d'engager une incidence diplomatique, mais quand vous regardez en Afrique de l'Ouest et de l'Est, il y a pas mal de pays qui sont cités dans ces différents scandales. Donc il n'y aura pas que le Cameroun. Mais malheureusement, on sait qu'au Cameroun, les questions de mal-gouvernance sont des questions très prégnantes et que les questions de détournement sont le sport favori de ceux qui gèrent la fortune publique. Mais il y a quand même la Chambre des comptes de la Cour suprême qui, comme vous le savez, est désormais qualifiée pour auditer les fonds publics, même si ce sont des fonds de bailleurs. Vous savez qu'en principe, même si les fonds viennent de n'importe où, du moment où ça atterrit dans les caisses de l'État, ça devient des fonds publics indépendamment, dont l'utilisation doit être assujettie à une comptabilité publique. Donc on espère que cela pourra arriver. Et puis la révélation que je voudrais vous faire, c'est que l'audit qui avait été fait sur les fonds Covid était demandé expressément par le président de la République à la Chambre des comptes de la Cour suprême de le faire. Et vous voyez tout le scandale qui avait été relevé. Et maintenant, les personnes qui sont incriminées ne sont pas arrêtées, ne sont pas inquiétées. Il y a eu quelques enquêtes ouvertes, il y a eu quelques auditions, mais on en est là sensiblement à 4 ans. Il n'y a rien qui filtre. C'est dit que l'impunité a atteint un niveau qui est que on n'a plus peur de l'argent public, quoi. Alors, le programme élargi de vaccination, je vais d'abord revenir sur ces maladies on a un gros risque de voir ces maladies gagner en intensité, puisque le Cameroun, vous avez parlé, on a déjà bouclé le budget de l'année 2025. Est-ce que le ministère dispose quand même d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir se réaménager et voir dans quelle mesure est-ce que le combat peut continuer, même si c'est à plus petite échelle, contre ces maladies? Oui, absolument. Le ministère dispose des mécanismes constitutionnels et même légaux qui lui permettent justement de réaménager. Il suffit juste, et comme vous le savez, c'est une crise mondiale. Il n'y a pas que le Cameroun qui est concerné. Beaucoup de pays au sud sont concernés. Donc, le président peut choisir de prendre une ordonnance pour réaménager le budget du ministère de la Santé. Et on voit, par exemple, depuis 2 ans que le président prend des ordonnances pour réaménager le budget de l'État du Cameroun en fonction de la conjoncture internationale. Donc, pour les questions de santé qui relèvent quand même des questions beaucoup plus importantes et qui font partie des priorités du gouvernement, parce que quand vous voyez le budget du ministère de la Santé, c'est quand même dans le top 5 des plus gros budgets. Donc, il y a quand même lieu de le faire, parce que vous vous imaginez les milliers de personnes qui sont affectées à la fois par le VIH, à la fois par la tuberculose, à la fois par le paludisme. Et vous allez constater, par exemple, que les questions du paludisme sont des maladies essentielles dans la partie septentrionale du Cameroun. Les statistiques prouvent à suffire que le paludisme fait partie au moins des top 5 des maladies qui tuent dans la partie septentrionale du Cameroun. Et même à Douala, ça je ne vous l'apprends pas, à Douala, quand on parle du palu, ça fait partie des maladies les plus courantes que vous entendrez chez n'importe qui. Donc, il y a une urgence de réagir. Et puis, j'espère, peut-être le ministre ne parle pas parce qu'il est en train de travailler, on espère. Mais l'idéal serait au moins qu'il s'adresse aux populations
pour parler des mesures ou des nouvelles orientations que le ministère de la Santé entend prendre avec cette conjoncture internationale qui est une crise, disons-nous bien, internationale et qui affecte même les agences des Nations Unies. Comme je vous ai dit, l'OMS, imaginez-vous quand les États-Unis quittent de l'OMS, vous voyez ONU-SIDA qui hier a fait tout un communiqué pour se féliciter des négociations avec le secrétaire d'État américain qui accepte finalement sur soi à cette décision-là. Donc vous vous imaginez bien que le cataclysme est global et les États au sud doivent réinventer l'orientation ou la stratégie dans la lutte contre ces... C'était justement ma prochaine question. Alors je voulais qu'on revienne plus globalement sur le sujet de la réorientation des fonds africains pour les Africains, par les Africains. Mais avant cela, je vais prendre un cas de figure, celui du programme élargi de vaccination qui comptait vacciner 600 000 enfants contre le paludisme en cette année 2025 dans les communautés reculées, les zones urbaines défavorisées et en insécurité. Ça, c'est d'ici décembre 2025. Des programmes comme celui-ci courent-ils le risque d'être ajournés ou totalement annulés? Oh non, pas tant que ça, parce que vous savez que les questions de vaccination, par exemple, le Cameroun a un gros partenaire qui est Gavi, qui est un partenaire qui ne relève pas forcément des mécanismes publics américains. Vous avez Bill Gates également qui investit dans les questions de vaccination et donc ça peut être autre chose. Mais je crois que le gros du combat sur le paludisme peut être affecté parce que si vous prenez l'UNICEF qui implémente de grosses activités de lutte contre le paludisme, par exemple la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans la partie du septentrion, et que vous voyez que les Nations Unies investissent à peu près 13% de leur budget global, vous comprenez tout de suite que ça risque d'avoir un sérieux souci. Donc la vaccination peut-être pas trop, mais les autres formes de lutte contre le phénomène vont forcément en pâtir parce que vous savez que toutes ces organisations-là, il y a même les questions de famine dans le monde. Vous savez que le PAM, la FAO par exemple, sont des organismes où les États-Unis investissent près de 40 à 43% de leur budget à eux. Et ce sont eux qui sont en charge par exemple des catastrophes en matière de lutte dans le monde. Donc imaginez-vous bien que la faim risque de revenir. Le retrait des États-Unis entraînerait forcément l'effondrement de ces différentes agences. Absolument. Soit l'effondrement ou alors, disons-le pour être beaucoup plus gentil, l'amincissement de leur budget et par conséquent la réorientation de leur appui sur le terrain. Quand vous voyez le PAM, la FAO et consorts, ce sont des organismes qui appuient beaucoup des zones en crise. Et vous savez que l'Afrique est devenue un gros foyer de crise. Prenez les réfugiés par exemple à Gado-Badjire à l'est du Cameroun ou quelque part à côté de Mokolo, à l'extrême nord, avec ce qu'on a connu avec Boko Haram. Vous avez la question du Nord Kivu en RDC actuellement qui appelle à une situation humanitaire beaucoup plus pressante. Il faut que les Nations Unies qui sont en charge de ce secteur-là se mobilisent et donc vous avez des organisations comme le PAM, la FAO qui doivent être impliquées mais qui risquent de se retrouver presque bredouilles parce qu'il y a quand même une bonne partie de leur budget qui a été amputée. Donc il y a comme ça des cas qu'on peut citer. Vous avez le Soudan, vous avez même la RCA à côté qui vivent pratiquement des aides qui viennent soit des États-Unis directement à travers USAID, à travers les ambassades locales par exemple, ou à travers ces différents mécanismes onusiens. Alors, je vous laisse partir avec la dernière question. On a beaucoup d'économistes. Je vais prendre l'exemple de Carlos Lopez. Il est ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il recommande au continent africain de contribuer à la mise en place d'un système financier mondial ouvert à tous. Mais ça sera très compliqué parce que vous voyez même les instances dans lesquelles les pays africains sont impliqués, ils n'arrivent pas à payer leurs cotisations. Je ne peux pas vous rappeler le nombre de lettres que les Nations Unies envoient par exemple aux pays africains pour leur rappeler les contributions. Vous avez des pays africains que je ne vais pas citer qui font 3 ans, 4 ans sans envoyer leurs contributions. Vous avez cela maintenant, vous avez les questions de corruption, de détournement de fonds où une frange de ceux qui gèrent le pouvoir préfère détourner de gros fonds qui doivent servir à assurer, par exemple, la sécurité ou la sûreté de leur population
pour des fins personnelles. Oui. On investiguait récemment, on a vu de montants astronomiques que des officiels du Tchad, du Cameroun ont volé des caisses pour aller investir à Dubaï. On a toutes les preuves, les documents à l'appui. Donc quand vous voyez ce type de gouvernance, par exemple, qu'on a en Afrique, ce n'est pas des types de gouvernance qui sont faits, par exemple, pour aider les populations. Regardez à quoi ressemble le Cameroun maintenant. On a la crise énergétique. Actuellement, on enregistre, on n'a pas de lumière. Pourtant, on a investi beaucoup d'argent, des centaines de milliards. C'est quand même ahurissant. Je vous parle du côté des infrastructures. Prenez Yaoundé, Douala, il n'y a pas de route. Donc, imaginez-vous à plus forte raison que ces autorités-là ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas aller cotiser dans des instances pour mettre sur pied un mécanisme africain d'appui qu'ils feront. Ils n'ont rien à foutre, là, quoi. Donc, du coup, ça devient très compliqué. Et je continue à dire, le gros problème en Afrique, c'est un problème de gouvernance. Très bien, merci beaucoup Paul-Joël Kamtchan pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif d'Adissi Cameroun. C'est bien ça. Jusqu'à ce que j'entre dans ce studio, en tout cas. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média. Et à très vite.